Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Je voudrais juste vous faire entendre un petit sonore avant de commencer l'émission avec Claude Janvier. Écoutez, le général. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors, vive la France libre dans l'honneur et dans l'indépendance. C'était un certain 18 juin 1940, ça fait 85 ans, vous me rappelez. Eh bien, je crois que personne n'ignore cet appel. D'ailleurs, juste par l'anecdote, ce n'est pas l'appel le 18 juin, ça a été réenregistré le lendemain parce qu'ils avaient oublié de l'enregistrer le 18 juin. C'est passé à Radio Londres, mais voilà. Et pourquoi j'en parle ? Parce que on va parler de 2 livres. D'abord, L'abandon français de Jean-Louis Ambert et de Claude Janvier. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Ça y est, vous prenez pour Shakespeare, Claude Janvier, bravo. Il y a quelque chose de Hamlet, ça y est, il est déjà là. Mais livre passionnant parce que, justement, l'abandon français, on voit d'ailleurs l'image du livre, on voit très très bien à quoi ça fait justement l'indépendance. Alors, est-ce qu'on peut encore parler d'indépendance et de quelle indépendance ? Et puis, un opuscule qui vient de sortir de vous, Claude Janvier, toujours le nouvel empire européen, ce que l'on vous cache. On va parler de tout cela. Et en fait, cet abandon français, effectivement, 85 ans après un certain appel d'un certain général, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Eh bien, déjà bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Et déjà, ce magistral discours, effectivement, du général de Gaulle du 18 juin mérite effectivement d'être souligné. Vous avez bien fait de le passer en préambule, d'ailleurs, de notre entrevue, parce que 85 ans en arrière, c'est aussi le début où Washington prend secrètement contact avec le gouvernement de Vichy pour établir à la fin de la guerre, parce que Washington avait déjà prévu qu'il y aurait une fin de guerre, et voulait... On pouvait espérer, oui, merci. Et oui, mais il voulait aussi, il savait qu'ils allaient et qu'ils voulaient établir un protectorat en France, et même dans les pays européens. Donc, à la fin de la guerre 39-45, les Américains sont donc arrivés avec leurs valises pleines de fausses monnaies. C'était ce fameux franc-dollar, à cette fameuse opération Amgot, qui est en fait un acronyme. Et ils sont arrivés avec leurs valises et ils ont dit, écoutez, bonjour, voilà, nous sommes arrivés et nous allons faire de votre pays un protectorat. Ils ne disaient pas ça comme ça, quand même. Non, ils ne l'ont pas dit comme ça, je synthétise. Je sais. Mais Claude, je voudrais juste d'emblée dire quelque chose. Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'est pas mal que les Américains soient arrivés à débarquer en Normandie. Oui, tout à fait. Je veux dire, non, parce qu'on a tendance, et moi je vous suis, on va en parler longuement, mais on a tendance à dire ceux qui prennent une telle ou thèse, disent oui, mais ça n'avait pas beaucoup d'importance. On minimise selon son camp, là. Je crois que c'était important parce que, je dis pas, les Russes, on sait le rôle qu'ils ont joué est essentiel, mais les Américains aussi. Si les Américains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. Non, mais absolument. Mais il est vrai que derrière, il y avait toujours cette idée quand même d'établir un protectorat. Ça veut dire quoi pour eux ? Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire en fait s'établir en France et commencer à piller un peu les richesses industrielles, commerciales, mais pas que de la France. C'était aussi l'Europe. Alors le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, aidé par quelques commissaires, tout d'un coup a dit aux Américains, non, il est hors de question que vous établissiez un protecteur en France et votre monnaie, non, vous la reprenez. Et le général de Gaulle a enfoncé le clou puisque en 1966, il sortait la France donc de l'OTAN. Tout à fait. On se rappelle. Tout à fait, bien sûr. Alors que Nicolas Sarkozy nous y a remis, etc. On connaît malheureusement l'histoire. Mais alors, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que le général de Gaulle a été le seul président
non atlantiste de la France. C'est-à-dire qu'après son départ... le seul. Après son départ, tous les présidents... Même Pompidou. Même Pompidou, puisque Pompidou, rappelez-vous, la loi 1973, qui a permis... avant cette loi de 1973, la France pouvait emprunter à la Banque de France quasiment à taux zéro. Oui. Et rappelez-vous, quand cette loi inique a été passée, promulguée, la France a commencé à emprunter de plus en plus à des taux d'intérêt de plus en plus forts. Et ça a été le début de la fin, je dirais. Donc le seul président non atlantiste, c'était De Gaulle. Général de Gaulle. Depuis droite et gauche confondues. Depuis droite et gauche confondues, ils ont tous été plus ou moins pro-américains, mais même François Mitterrand qui s'en défendait, il était quand même pro-atlantiste. Voilà, ils ont tous été tournés. Alors évidemment, le problème, c'est que depuis le départ de Jacques Chirac, on a eu donc le triumvirat, je qualifierais presque d'infernal, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, François Hollande, et pour arriver à Emmanuel Macron aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça a pris un tour de clé, vraiment, c'est-à-dire qu'on voit bien cette spirale descendante, parce que vous savez, le grand problème, c'est le pillage. Mais quand on parle de pillage, on a tendance peut-être à pas tout à fait cerner les tenants et les aboutissants. Et justement. Et c'est vrai qu'on l'explique dans notre livre, le pillage, ça se fait par de tout un tas de façons qui n'est pas forcément visible. Je fais référence ici au pillage industriel. Alors, parlons-en concrètement. Voilà. Donnez-nous des exemples. Vous dites le pillage. Pour vous dire, mais quel pillage, pourquoi, etc. C'est quoi? Donnez-nous des exemples, par exemple, depuis des décennies. Concrètement, par exemple, tous les cadres supérieurs des grandes sociétés du CAC 40, les données personnelles, donc intimes des cadres, des hauts cadres, partent directement chez Microsoft pour y être analysés, répertoriés, informés. Après, tout le côté pillage industriel, c'est-à-dire de la technologie, de notre technologie, n'oublions pas que la France a toujours été beaucoup à la pointe de beaucoup de technologies. On se rappelle Alcatel. On TGV, tout Alcatel. Alstom, on va pas parler. Rappelez-vous le Concorde. Le Concorde, c'était une merveille technologique. C'était quand même le supersonique à l'époque, quand même, là, c'est loin déjà, qui ralliait quand même Paris-New York en 3 heures. Tout à fait. Mais bon, ça ne faisait pas l'affaire, effectivement, très certainement de Boeing ou de Washington, et donc le projet, donc c'est complètement écroulé. Alors aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu un bradage énorme de nos technologies. Bon, je vais pas revenir sur l'affaire Alstom, que tout le monde a en tête. Il y a eu Rhodia, Alcatel. Il y a eu plein d'exemples comme ça où malheureusement notre technologie a été vendue à l'encan. Et malheureusement... Oui, mais alors, Claude Jeanvier, justement, mais qui vend les bijoux de famille? Ce sont quand même les Français, enfin les gouvernements, les élites au pouvoir, etc. Oui. C'est pas... Ils viennent pas piller, je veux dire, ils se sont pas venus dans nos villes et nos campagnes égorgées. Bon. mais effectivement, comment ça se passe? Moi, ce qui m'intéresse, et vous en parlez très bien dans votre livre, c'est le mécanisme. Parce que cet abandon français, est-ce que c'est l'abandon de la France par certains Français? C'est quoi? C'est surtout l'abandon de la France par nos dirigeants, par l'establishment, si je peux prononcer le mot anglais, français, qui est quand même, et quand je parlais de Nicolas Sarkozy, c'est à cette époque où ça a pris vraiment un tour de clé, qui nous entraîne de plus en plus vers le bas. Il faut comprendre que, par exemple, le PDG de BlackRock, Larry Fink, n'était jamais venu en France avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Depuis que M. Emmanuel Macron a été élu, Larry Fink a dû venir en France entre 15 et 20 fois avec son jet privé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock, c'est un des plus grands fonds de pension, des milliers de milliards de dollars. 10 000 milliards d'actifs. Vous savez, à l'époque où j'avais écrit mon livre Les Démasqués, où vous m'aviez gentiment interviewé d'ailleurs, à l'époque j'avais écrit que BlackRock gérait à peu près entre 8 et 9 000 milliards d'actifs, ce qui était énorme. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un an et demi de temps, à peine 2 ans, BlackRock a déjà augmenté de 1 000 milliards d'actifs sa capacité de gestion. Donc, mais j'ai récemment, Édouard Philippe, pour ne pas le nommer, notre ancien Premier ministre, avec son ami Jean-François Cirelli, qui, je rappelle, est le patron de BlackRock France, vient de faire passer un projet comme quoi la retraite à points en France devrait être instaurée, retraite par capitalisation, et
comme par magie, il y a le patron de BlackRock France derrière. Vous voyez, c'est là où on peut parler de pillage, parce que tout d'un coup, on a une ingérence étrangère de la plus haute quand même finance internationale. Oui, que BlackRock. En fait, voilà. si vous n'êtes pas contre la retraite par capitalisation, mais pas que ce soit possédé par BlackRock ou autre, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'ingérence d'une puissance étrangère chez nous. Vous savez, la France est un pays riche. Bon, elle l'est peut-être de moins en moins. Enfin, elle l'est encore. Mais Bercy est le centre d'attention, bien entendu, de tout un tas d'ingérences éventuellement étrangères, notamment, malheureusement, des États-Unis, en fait, de cette puissance économique et industrielle que représentent les États-Unis. Mais alors, Claude Janvier, c'est intéressant, mais que répondez-vous au tout sans jouer l'avocat du diable? D'ailleurs, il n'est pas question de diable, mais quand même, que répondez-vous aux gens qui disaient, oui, mais regardez, si on n'avait pas des investisseurs étrangers aujourd'hui, nous serions dans un état de faillite totale, puisque, comme vous le savez, 52% des investissements sont étrangers, ne sont pas français aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on est dans une ère, on peut le regretter ou s'en réjouir, de mondialisation, en tout cas financière. Qu'est-ce qui fait que la France s'est rendue, et comment? Vous parlez de 74, c'est vrai, c'est votre date 1974, le budget est en équilibre. Aujourd'hui, on sait de combien de milliers de milliards de dollars nous sommes endettés. Et justement, qu'est-ce qui a fait ça? Enfin, parce que faut voir ça sur fond de cette espèce de chute vertigineuse de tous les équilibres. Il y a plusieurs facteurs. Déjà, l'euro. L'euro en soi est une monnaie, à l'Europe, d'accord, mais qui a été très vite une monnaie spéculative. Ce qu'il faut comprendre, vous savez, moi j'essaye toujours de faire le parallèle. J'appartiens à une génération où quand même j'ai fait ma vie avec les 3/4 en francs. Monsieur Berkoff, je pense que vous aussi. Et souvenez-vous, à l'époque du franc, avant que ça passe à l'euro, avec 1 million de francs, vous étiez considéré comme riche, rappelez-vous. Vous pouviez, avec 1 million de francs, acheter un petit château. Aujourd'hui, 1 million de francs, c'est quoi? C'est 150 000 euros, peu ou prou. Qu'est-ce que vous achetez avec 150 000 euros? Vous achetez éventuellement une chambre de bonne à Paris, et encore, ou vous achetez une petite maison Phoenix, et encore pas partout. Donc, on voit bien qu'il y a eu un appauvrissement voulu et progressif de par cette Europe. Mais cette Europe, je le rappelle, est quand même inféodée au dictat de l'oligarchie financière mondiale anglo-saxonne. On peut le prendre dans tous les sens que l'on veut. Et d'ailleurs, si on pousse l'analyse un peu plus loin, le Parlement européen est quand même dirigé aujourd'hui plus par des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple d'ailleurs, et d'ailleurs dont madame Ursula von der Leyen et le scandale du Pfizer, des commandes de doses. On va en parler après cette petite pause. Et si vous voulez intervenir, 0826 300 300, 0826 300 300 pour poser des questions à Claude Janvier. Et on va inventorier justement cet empire européen. Et ce qui n'est pas le seul empire à ne pas se présenter sous les meilleurs auspices. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Jean-Louis Zambert et Claude Janvier pour l'abandon français aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Quelque chose est pourri dans mon royaume de France. Quelque chose ou plusieurs choses. On est en train d'en parler. Et puis de Claude Janvier, le nouvel empire européen, effectivement. D'ailleurs, votre couverture est très parlante. Le drapeau est en très mauvais état. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Ce drapeau européen, hein, je sais pas. Ursula von der Leyen va pas être contente du tout. Elle va pas aimer. Mais revenons à l'inventaire. Vous parliez du pillage des bijoux de famille. On peut en parler pendant des heures d'ailleurs, mais est-ce que la stratégie, comment ça se passe? C'est-à-dire que les cadres supérieurs, les élites qui sont soit à la tête de certaines grandes compagnies, soit à Bercy, soit effectivement dans les allées gouvernementales et les bureaux, etc., sont tous, on peut dire, formés au même moule. C'est un peu ça.
Et oui, ils sont formés au même moule puisque tous les politiciens de notre pays déjà sont passés ou sont en train de passer par le fameux programme des Global Young Leaders, programme qui a été élaboré et créé par Klaus Schwab en 2004. 2004, oui, il y a déjà, plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Donc, alors c'est quoi expliquez-nous, parce que c'est important pour les gens, c'est quoi les Young Global Leaders, comment ils sont formés C'est un programme de formatage qui va dans un certain sens, c'est-à-dire dans le sens de cette fameuse économie globaliste mondiale financière. Et on voit bien... Il y a des études, il y a quoi? Enfin, il y a des cours, comment ça se passe? Non mais, concrètement. Ce sont des formations. Alors des après des cours, effectivement, là je peux pas en parler du cours vraiment, parce que je ne l'ai pas... Non mais je veux dire, ils participent à des séminaires, c'est régulier, hein, c'est un programme de formation régulier. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que quand j'avais regardé la liste en France des politiciens qui sont passés par ce programme, on retrouve sans surprise M. Emmanuel Macron, M. Gabriel Attal, et j'ai même retrouvé Marlène Schiappa. J'ai dit tiens, même Marlène Schiappa est passée. Donc il y en a beaucoup, de Français, enfin beaucoup. Notamment, quasiment tous. Toute et la haute droite classe. Et gauche confondus. À droite et gauche confondus. Oui, c'est intéressant de rappeler ça. Oui, droite et gauche confondus. C'est rare aujourd'hui de trouver un politicien qui est échappé à ce programme de formatage. Le grand problème, c'est à ce point. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais le grand problème, vous savez, ça a été élaboré par Klaus Schwab. C'est pas ça n'a pas été juste élaboré comme ça. Ça a été élaboré pour suivre une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est de permettre à cette oligarchie financière mondiale, donc telle que BlackRock, Vanguard, de continuer à établir donc ses bases en Europe occidentale et j'allais dire de tirer de cette Europe sa substantifique moelle, parce que c'est cela le problème. Tant au niveau industriel que culturel d'ailleurs, que même social, parce qu'on regarde toute la dégénérescence en fait de notre pays, là je reviens à la France, mais quand vous regardez ce que la France était il y a à la fin, dans les années 50, rien que dans les arts par exemple, et d'ailleurs on en parle dans notre livre, justement. 1956, Jean Lursac qui nous fait des très belles tapisseries avec la colombe de la paix, et on en arrive, et on met l'exemple dans notre livre, on en arrive à 2001, un artiste entre guillemets qui s'appelle Claude Lévesque, vous savez, celui qui s'était procuré des gros pneus de tracteur, qu'il les avait dorés à leur fin, et ça avait exposé ces pneus de tracteur des deux côtés de l'escalier monumental de l'Opéra Garnier. Donc déjà on peut se dire, est-ce que des pneus de tracteur dorés à leur fin, est-ce de l'art? On peut poser la question. Mais ce qui nous avait interpellé avec Jean-Louis Zambert, c'est son autoportrait paru en 2001, et là je le cite, excusez-moi pour l'expression, et le titre de son autoportrait c'est « Je suis une merde ». Donc, c'est quand même incroyable, si vous voulez. Dit par lui-même. Dit par lui-même, je n'invente rien. Alors on est donc passé de Jean Lursac ou d'autres artistes des époques 50-60 à effectivement ce genre d'artistes, je me demande même si je peux les qualifier d'artistes, mais c'est comme ça qu'on avait eu, vous savez, rappelez-vous l'espèce de phallus exposé, je sais plus, place Paris, place Vendôme, place Vendôme, le vagin de la reine là, à Versailles, à Biche-Capour, et ça on le cite dans notre livre, et on en est arrivé aussi, et tout ça, ce qui est grave, c'est que c'est subventionné. Bien sûr. Par le ministère de la Culture. Par nous. C'est subventionné par nous. Voilà. Et là, on se dit, on a raté une marche, ou qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, dans notre livre, on parle aussi des WC, de Marilène. Marilène, une artiste en Bourgogne, qui se fait subventionner par la FRAC. La FRAC, c'est le fonds régional pour les artistes en Bourgogne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette chère Marilène? Elle a fait une vidéo de son intérieur, et elle s'est appesantie sur ses toilettes. En disant, vous voyez la couche de rouille sur le rivet, là, en dessous... c'est de l'art. Et ça, c'est subventionné. Et ça, c'est subventionné par la FRAC. Et vous vous dites, non, si. Alors, et tout cela, c'est quand même de la spéculation, parce que ça vient aussi, nous on l'a baptisé l'art contemporain.
En fait, c'est pas de nous l'expression, c'est d'un humoriste. J'ai malheureusement zappé un peu son nom, mais je crois qu'on l'a cité dans notre livre, de l'art contemporain. Mais c'est directement issu quand même de cette culture américaine qui. Alors, je n'ai rien contre une certaine culture américaine, le rock, le jazz, je trouve ça très bien, et le blues. Mais il y a beaucoup d'autres côtés de la culture américaine où je vais pas être spécifiquement en accord. Mais alors, Claude Janvier, est-ce que, alors on va vous dire là, qu'est-ce qu'il est réactionnaire, qu'est-ce qu'il est ringard, qu'est-ce qu'il oublie l'avant-garde, c'est quoi? Non, je crois qu'on peut pas généraliser, parce que ce que vous citez, là, je suis d'accord avec vous complètement, mais il y a aussi des œuvres tout à fait remarquables qui ne passent pas par les toilettes et les bidets. Mais je voudrais revenir à ça. Vous dites, en fait, vous parlez de ça parce que vous dites, c'est-à-dire que cette espèce de mondialisme général, de la marchandise généralisée qui n'a plus rien à voir avec les quelconques valeurs, etc. C'est la marchandise, quoi. C'est la spéculation sur quelque chose qui n'est pas de l'art. Enfin, j'ai du mal à appeler ça de l'art. Mais, vous savez, au-delà de ça, plus grave aussi, si vous le permettez, j'ai encore en mémoire Myriam Cham, une artiste peintre suisse. Et ce qui m'a navré, c'est qu'elle est de ma génération. Je me suis dit quand même, celle, vous savez, qui a peint ce tableau, qui a eu quand même, qui a provoqué un espèce de tollé, heureusement. Au musée de Tokyo. Voilà, au palais de Tokyo, et j'avais moi-même interpellé la directrice donc du palais de Tokyo. Je lui avais posé la question par mail. J'avais dit, mais attendez, vous cautionnez d'exposer une œuvre qui quand même ne devrait pas être exposée. Et elle m'avait fait cette dame. Il y avait des petits-enfants, un petit enfant dans le. Enfin, on va pas décrire cela, mais. C'était pour le moins, au nom de la liberté d'expression. Mais ça, est-ce que ce n'est pas, je veux bien, est-ce que ce n'est pas les mauvais arbustes qui cachent la forêt? Je voudrais revenir à cette forêt. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'au fond, ce que vous dites, d'ailleurs ce que vous dites, et c'est pas seulement dans ce livre, dans les autres livres, vous dites au fond, il y a eu une espèce de tentation d'imposition du mondialisme globalisé pour tout le monde. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas seulement en France. Hein, mais on voit très bien qu'avec Claude Janvier, ça devrait vous réjouir, que beaucoup de pays, de l'Argentine, à même une partie des États-Unis, on voit bien, regardez avec le woke et les réactions sur le woke, etc. Les gens, quand même, il y a un retour de balancier, en tout cas un peu partout. Donc, il y a de quoi aussi se dire que c'est pas fini, quoi. C'est pas mort. Ah ben non. De toute façon, je pense que rien n'est écrit, c'est-à-dire que le futur n'est pas écrit, c'est-à-dire que tout peut changer. Et c'est vrai que depuis que Donald Trump est au pouvoir, alors on peut ne pas être d'accord avec lui sur de multiples points. En revanche, force est de constater, et là ça m'a réjoui effectivement, qu'il a mis quand même un grand coup de pied dans le financement de l'USAID. Et lequel financement de l'USAID, on s'est aperçu avec effroi que l'USAID finançait des ONG soi-disant, mais des ONG qui étaient plutôt plus des ONG, enfin, etc. Effectivement, Donald Trump a mis un coup de pied et continue à mettre un coup de pied dans toute cette ce lobby outrancier, woke et LGBTQ+. Et on voit bien que Donald Trump, il essaye de contrecarrer les plans, effectivement, du deep state américain, qui est quand même tenu de l'autre côté par, malheureusement, tout un aéropage de néoconservateurs et c'est pas facile, hein. Je voudrais pas être à sa place, parce que très honnêtement, les États-Unis, c'est quand même un pays de 370 millions d'habitants, c'est pas rien. Il y a à peu près 100 millions de pauvres aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Je pense que peut-être il y a des auditeurs qui pensent encore que les États-Unis c'est le rêve. Le rêve, moi j'y suis allé quelques fois aux États-Unis, j'avais jamais vu autant de gens qui tombent sur le trottoir. Et aux États-Unis aujourd'hui, il y a surtout avec l'histoire de la drogue, etc., etc. Absolument. On va en parler, mais surtout, moi je voudrais justement qu'on parle après cette petite pause de l'État profond. Qu'est-ce que c'est que l'État profond? Et je voudrais qu'on en parle en France. D'accord. Non pas pour citer tel ou tel nom, enfin on peut en citer, mais c'est pas le problème. C'est comment ça fonctionne. Parce que notre problème à nous, il est d'ailleurs un problème d'Américains, comment on fait pour couper dans cet État profond, si on peut et comment? Puisque c'est aussi ça, l'abandon. Absolument. On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Un livre sulfureux écrit par deux Gaulois réfractaires. Et oui, il y en a encore. Vous voulez pas mal de les entendre. Donc Jean-Louis Zambert et Claude Janvier, L'abandon français aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je vous le recommande. Et le nouvel empire européen de Claude Janvier, ce que l'on vous cache, on va continuer à en parler. Mais je voudrais citer le dernier paragraphe de votre dernier chapitre, quand même. Il dit bien ce qu'il veut dire. Écoutez bien. Dans cette France où maman peut s'appeler Gabriel Mohamed, et où un couple homosexuel peut acheter un enfant en louant de ventre d'une femme, où des individus penchés sur leur nombril recherchent désespérément leur sexe, où les minorités sont érigées en exemple, tandis que les hétérosexuels qui roulent en voiture diesel et apprécient la bonne cuisine française traditionnelle deviennent presque des has-been. Vous n'avez plus de mode de vie, mais un lifestyle au planning surbooké, vraiment very hard. Un compte à la French Bank Postale, un autre sur Facebook, un autre sur WhatsApp, un autre sur Instagram ou X, et just a drive pour le lunch, pause, ou pourquoi pas un moment veggie avec votre date, coup de food assuré. Non sans rire, vous êtes encore français. Mais alors vous imaginez, mais enfin Claude Janvier, vous allez vous attirer. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Mais complètement has-been total, etc. Ça va pas. En un paragraphe, allez, vous démolissez tout le monde. Mais alors moi, il y a eu une phrase que je voudrais revenir, c'est le deep state, justement. Parce que on en parle beaucoup du deep state, on entend les gens... Pour vous, c'est quoi? Et pour parler de la France, hein, mais ça existe évidemment ailleurs, un peu partout. Mais comment définir ce deep state qui a, en fait, le pouvoir? Le deep state, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas. En réalité... c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est, en général, la haute fonction publique et la haute sphère du privé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un État profond existe dans tous les pays. Je veux dire, je ne connais aucun pays où il n'y a pas d'État profond. Ça n'existe pas. En revanche, la grande différence, c'est... Est-ce qu'un État profond va dans le sens du bien-être du peuple? Voilà. Il faut un État profond, mais lequel? Voilà, lequel? Est-ce que c'est un État profond qui va aller contre les intérêts du peuple, ou est-ce qu'on a un État profond qui va aller dans le sens de l'intérêt, du bien-être du peuple ou des peuples, du bien commun? Et force est de constater qu'en ce qui concerne la France, puisque on peut revenir à la France, l'État profond français va de moins en moins dans le sens du bien-être du peuple français. Et il y a une collusion de plus en plus entre la haute sphère publique et la haute sphère privée. Et d'ailleurs, on passe de l'un à l'autre, hein, c'est les portes tournantes. Ils passent de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, quand un haut fonctionnaire d'État passe dans la sphère du privé, ça s'appelle du pantouflage. Et quand un haut dignitaire du secteur privé passe dans la haute fonction publique, ça s'appelle du rétro-pantouflage. Mais je peux peut-être citer un exemple pour que nos amis internautes saisissent bien qu'est-ce que cela veut dire. Par exemple, les sociétés d'autoroutes. Ouais. On se rappelle Dominique de Villepin ayant bradé ayant fait cadeau de nos sociétés autoroutières nationalisées à l'époque à des entreprises privées. Tout à fait. Oui. Donc comme ça, chacun le sait, elles sont toujours privées. Oui, les autoroutes sont aujourd'hui privées, toutes. Sans problème, ouais. Et ce qui nous a étonné avec mon ami Jean-Loup, c'est que par 3 fois, ces sociétés privées, ne pouvant soi-disant pas assurer les travaux de rénovation, déjà on se dit, tiens, c'est un peu étrange, vu quand même les millions d'euros qu'elles engrangent, parce que quand même, soyons clairs, et par 3 fois, ces sociétés privées ont demandé des plans de relance à l'État. Le dernier en date est financé par l'État, ça veut dire. Financé par l'État. Le dernier en date, d'ailleurs, n'est pas si ancien que ça, puisque ça date du gouvernement de Madame Elisabeth Borne. Ah oui, là, oui, d'accord. Par 3 fois, 3 plans de relance acceptés, et c'est inadmissible. Et à des milliards, c'est des milliards. Là, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est facilement trouvable sur Internet. Et là, il s'agit de milliards. Et donc, comment on peut accepter que des sociétés privées aient recours à un plan de financement de l'État, du service public, et qui, en fait, c'est nous qui payons. Alors, si vous voulez, c'est double peine. Vous payez le péage quand vous passez à un péage, peu importe lequel, et en plus, une partie de votre argent sert à financer. Donc, il y a eu travaux. 3 plans qui ont été acceptés et financés par l'État. Voilà. Donc, par nous. Oui.
c'est ça. Donc c'est un parfait exemple du pouvoir de l'État profond. Ouais. Vous voyez ? Et c'est quand même très étonnant. Enfin, moi, quand on a découvert ça, quand on a commencé à puiser un peu et à aller jusqu'au bout de cette information, on s'est dit, mais c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Voilà, ça, c'est une collusion publique-privée qui ne devrait absolument pas avoir lieu et qui malheureusement a lieu. Et est-ce qu'il n'y a pas l'autre chose qu'on pourrait assez facilement faire? Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui précise que quand vous avez travaillé tant dans le service public, vous ne pouvez pas immédiatement passer dans le privé? Non. On passe tout de suite. Il n'y a aucun problème. Apparemment pas. Hein, et je ne parlerai pas de gens du ministère des Finances qui sont devenus avocats fiscalistes. Hein, oui. Ça aussi. Hein, je crois qu'on ne citera pas de nom, mais... oui. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Et ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec une bonne gestion qu'un État profond devrait avoir envers le peuple de France. Et ça ne colle absolument pas. Alors, le problème, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à une justice de plus en plus, je dirais, inexistante et déliquescente. Je ne dis pas que tous les magistrats sont en cause. Non, bien sûr. Mais il faut quand même constater qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que l'état de droit aujourd'hui en France existe réellement? On peut se poser la question, parce que normalement, un état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est une indépendance des pouvoirs, une indépendance du législatif, une indépendance de l'exécutif et une indépendance du judiciaire. Aujourd'hui, est-ce que ces trois pouvoirs sont indépendants? Telle est la question. Ne répondez pas tous à la fois. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne colle pas. Et en fait, si nous voulions en France rétablir un état de droit, il faudrait que la justice, tout d'un coup, redevienne réellement indépendante, que les magistrats puissent être rémunérés de façon conséquente, de façon à pouvoir exercer une justice, je dirais, intègre, le plus près d'une intégrité et d'une éthique. Voyez ce que je veux dire. Claude Janvier, vous savez très bien le premier problème à régler, qui n'est pas simple, et encore une fois, effectivement, il ne s'agit pas de mettre ou les juges, ou les avocats, ou les magistrats, en tout cas dans le même sac, mais il faudrait qu'une partie magistrats ne doivent pas leur carrière et leur avancement de carrière au ministère de la Justice, dans le gouvernement. Absolument. Non, mais je veux dire, à partir du moment où vous avez ça, quel qu'on soit, vous, moi, etc., si on sait qu'on dépend de telle ou telle hiérarchie, voilà, ça règle le problème. Et c'est tout à fait cela. Mais vous avez d'autres exemples, par exemple, vous avez parlé des autoroutes. C'est intéressant, est-ce qu'il y a d'autres exemples, je ne sais pas, industriels ou autres, on voit un peu comment cet état profond fonctionne de façon... parce que vous parlez dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples. Mais même, par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est l'écologie, le poids de l'écologie dans la politique. Au nom, regardez les ZFE, c'est ça. On a créé les ZFE au nom de la non-pollution. Mais qu'est-ce qui fait que nos Young Global Leaders, pour ne parler que d'eux, comment se fait la hiérarchie des priorités et des préférences et au nom de quoi? On a l'impression que c'est pas du tout l'utilité, c'est l'idéologie, telle idéologie climatique ou autre, enfin. Je pense qu'il faut toujours chercher où va l'argent, à qui ça profite. En réalité, toutes les éoliennes qui sont installées en France, qu'elles soient terrestres ou malheureusement au large des côtes marines, à qui cela rapporte? Ça rapporte à des sociétés qui les installent. Après, est-ce que c'est utile d'avoir aujourd'hui en France un parc éolien aussi conséquent? La réponse est non, puisque de toute façon, nous avons une surproduction de courant aujourd'hui, ce qui n'a fait absolument pas baisser d'ailleurs les factures d'électricité. Mais chose encore plus incroyable, c'est-à-dire l'éolien, c'est une chose, mais je pense que pas beaucoup de gens sont vraiment au courant aujourd'hui qu'il y a à peu près 1500 usines de méthanisation en France. 1500 usines, à peu près. Et ces méthaniseurs, de plus en plus, là où il y a un problème, c'est que les agriculteurs sont incités à planter des céréales, mais qui ne seront pas consommables par l'homme, style colza, etc., de façon à alimenter uniquement ces méthaniseurs pour produire du biogaz. Donc, vous voyez un peu... Les agriculteurs travaillent pour le biogaz. De plus en plus. Et c'est subventionné par l'État. Donc déjà, on se dit, c'est quand même étrange. En plus, ces méthaniseurs produisent
très peu de biogaz. En revanche, il y a à peu près entre 80% et 90% de rejets, enfin de résidus, qui pompeusement sont appelés digesta, mais Et ça sert à quoi, ces résidus? Ce résidu sert à rien, puisque en fait, ce sont les déchets générés par les usines de méthanisation, mais c'est bourré d'ammoniac et c'est bourré de nitrate. Ce qui fait qu'après, c'est épandu dans les champs, ça fait mourir les vers de terre. Alors, on est dans une aberration quelque part, c'est-à-dire que on nous vend des usines de méthanisation censées produire du biogaz. Moi, je vois des fois des bus qui fonctionnent. Je fonctionne au biogaz. Oui. Mais d'un autre côté, ce biogaz est produit par des usines qui, avec leurs résidus, polluent encore plus et incitent et l'État incite des agriculteurs à ne plus produire des plantes nourricières, mais à produire des plantes qui vont aller juste alimenter les usines de méthanisation. Donc, on marche sur la tête. Et alors que nous avons un parc quand même de centrales nucléaires en France qui produisent du courant suffisamment, donc pourquoi tout d'un coup s'ingénier à vouloir absolument nous bombarder entre guillemets d'énergie soi-disant renouvelable. Ouais. C'est comme je me suis promené en France il n'y a pas si longtemps. Tout d'un coup, l'autoroute entre Paris et Lyon, tout d'un coup, j'ai vu des champs entiers de panneaux solaires. Je me dis, mais il y a eu une déforestation. C'est-à-dire, ils ont coupé les arbres pour établir un champ de panneaux solaires. Il faudra m'expliquer. Alors, on peut être contre le nucléaire, on peut me dire, oui, mais attendez, vous êtes gentil, Janvier, mais... Claude Janvier, vous êtes gentil, mais les usines, enfin les centrales nucléaires, ça peut être fait. Il y a des résidus. Oui, plus maintenant, puisque maintenant, normalement, tout le problème des résidus radioactifs a été plus ou moins réglé. Sont réglés avec la nouvelle génération de centrales nucléaires. C'était vrai. Ce problème des résidus radioactifs était vrai il y a à peu près 30 ou 40 ans. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc pourquoi les écologistes ne vont pas dans ce sens-là de rester et de pousser pour produire une énergie nucléaire propre? C'est faisable aujourd'hui avec les moyens techniques. Ils ne le font pas. Donc, il faut toujours chercher où va l'argent, à qui ça profite. C'est toujours le même problème. Follow the money, c'est intéressant parce que c'est ça, follow the money. L'Allemagne qui a fermé sa dernière centrale nucléaire nous inonde des centrales à charbon qui, comme chacun sait, passent quand même la frontière, hélas. Oui, c'est pas comme, je sais plus qui l'avait déclaré de Tchernobyl. Rassurez-vous, les radiations vont être stoppées à la frontière. Ce que vous dites un peu, et on revient à ça, c'est qu'il y a quand même, au-delà de la France ou l'Amérique et autres, il y a quand même une absurdité hallucinante qui ne peut se comprendre par le conflit d'intérêts, quoi. C'est l'argent. Ce n'est malheureusement que ça. C'est la cupidité. Et moi, ce qui me désole, c'est que la cupidité mène le monde, en fait. On se rend compte que, au détriment de la santé de tout un chacun, on arrive à des plans qui ne vont pas du tout dans le sens d'améliorer quoi que ce soit au niveau de la société et des peuples. Mais vous voyez, on nous a vendu l'Europe. Alors, c'est pas en soi que je trouve que la coopération avec les pays européens est une mauvaise chose. Au contraire, c'est très bien de coopérer avec ses voisins. Mais là où ça ne va plus, c'est quand cette coopération n'en est plus une, c'est-à-dire elle a été noyautée par de la spéculation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Bruxelles, en tant que capitale politique, est tout à fait sous le joug états-unien et sous le joug de cette oligarchie financière. On va parler justement du nouvel empire européen après cette petite pause avec vous, Claude Janvier, ce qu'on vous cache, et c'est très intéressant cet opuscule. Le nouvel empire européen. Je voudrais pour cette fin d'émission que l'on parle de ce court texte mais très dense de Claude Janvier, ce qu'on vous cache. Et je rappelle encore une fois la couverture. Vous voyez, c'est pas, je sais pas, ça va pas plaire à Ursula von der Leyen. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans c'était pour montrer, désigner quoi, Claude Janvier? C'est montrer ce vers quoi ils veulent, et quand je dis ils, c'est-à-dire Monsieur Emmanuel Macron, Monsieur Keir Starmer, Monsieur Friedrich Merz, Madame Ursula von der Leyen, et récemment le petit dernier Donald Tusk, le Polonais, vers ce sur quoi ils veulent nous emmener, c'est-à-dire de plus en plus vers un État fédéral européen, c'est-à-dire un espèce de mélange donc de tous les pays, avec ayant de plus en plus une consistance diluée, mais avec un budget pharaonique
d'armement, puisque quand même Ursula von der Leyen avait quand même déclaré 800 milliards donc, de budget pour réarmer l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que j'essaye de tenir une chronologie de tout ce qui se passe au niveau européen. Oui. Et par exemple, ce que j'ai relaté très, très vite dans mon fascicule, c'est le 20 mars 2025, qu'il y a eu la création de SAFE, Security Action for Europe. Et dixit les dirigeants européens, cette espèce de groupement va dans le sens de l'innovation militaire, donc d'engranger de plus en plus des fonds pour réarmer l'Europe, etc. Ah oui, c'est vraiment militaire, c'est l'armement, c'est la défense. C'est vraiment que ça. D'accord. Et le 30 mai, donc ça vient récemment, il y a une création... Le 30 mai dernier, là, il y a 3 semaines, même pas, 15 jours. Oui, c'est ça. Oui. Il y a la création d'une banque de défense européenne, et tenez-vous bien, créée et initiée par le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe, quand même, comme on le sait, normalement. Ah, une banque européenne de défense. Une banque européenne de défense, créée par le Royaume-Uni, auquel tous les pays ont adhéré, bien évidemment, au capital quand même initial de départ de 100 milliards de livres sterling. Quand même. Pas mal, oui. Qui n'est quand même pas rien. Ouais. Donc en réalité... Ils veulent nous emmener vers cet État fédéral où malheureusement un maximum d'argent va aller pour la défense et l'armement, mais on se demande bien contre qui s'armer pour défendre. Contre qui ? Contre la Russie, bien sûr. Oui, contre la Russie, mais de toute façon, on ne sera pas de taille de lutter contre la Russie. Si vraiment la Russie voulait, je pense qu'on n'est de toute façon pas de taille. Mais le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas un seul euro pour aller rehausser notre système de santé publique qui malheureusement part à volo, et c'est dramatique. Il n'y a toujours pas un euro pour augmenter nos retraites et toujours pas un euro pour augmenter en France le salaire moyen. Mais en revanche, moi ce qui m'étonne et ce que j'ai voulu montrer aussi avec ce manuel, c'est que cette idéologie nazie que l'on croyait, moi quand j'étais gamin, on m'a toujours enseigné, elle a disparu en 1945, et je trouvais ça très bien. Et en réalité, malheureusement, force est de constater que depuis 1945, cette idéologie nazie que l'on croyait disparue, n'a jamais disparu. Elle a même été protégée, elle a même été consciencieusement, même presque je dirais, cultivée par certains, et jusqu'à la retrouver en Ukraine aujourd'hui, et c'est quand même pas une vue de l'esprit, quand on regarde des photos des bataillons Azov ou des bataillons Bravi-Sector, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est vrai, mais Claude Janvier, on va vous dire, attendez, est-ce que vous n'amalgamez pas, est-ce qu'on peut vous dire que Zelensky et souverainement Zelensky, ce ne sont pas des nazis, ils n'ont pas cette idéologie-là. Même si il y a effectivement Bandera et Azov qui posent problème. Bandera, voilà, vous avez raison de le souligner. Il y a quand même toujours le héros national ukrainien, c'est Stéphane Bandera. Il a toujours sa rue à Kiev, il a toujours sa statue. Pour rappeler qui était Stéphane Bandera, c'est quand même quelqu'un qui collaborait avec le Troisième Reich, qui a tué des Juifs, qui a exterminé aussi d'autres personnes. Donc on se dit, mais pourquoi cette idéologie nazie est toujours... Et moi, ce qui m'épate, c'est que personne n'en parle. Que cette idéologie néo-nazie a perduré depuis 1945. Mais ce qui m'épate encore plus de ce que vous dites, parce que ça a été voté, cette banque de défense, etc., c'est en action. C'est en action. C'est ça. C'est en action. Ça, déjà, très peu de gens en parlent. On ne sait pas, cette banque de défense que vous avez dit il y a 3 semaines, qui en a parlé. Qui en a parlé? Très peu de gens, effectivement, parce que vous savez, le problème des informations, c'est que les informations, ça s'empile. Vous connaissez ça encore mieux que moi, puisque vous êtes plus au cœur encore de l'actualité que moi. Et il est vrai qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'informations et tellement d'actualités que malheureusement, il y a des choses qui passent inaperçues. Donc, si je veux résumer et conclure ce que vous dites, c'est que l'Europe actuellement travaille beaucoup plus à la défense et aux militaires qu'à ses propres infrastructures, qu'elles soient économiques, financières, santé et autres. C'est un grand malheur. Vous savez, on nous a dit en Europe, on fait l'Europe et vous verrez, il y aura moins de pauvres. Je rappelle un chiffre très vite qui est vérifiable sur Internet. 1996 en Europe, 26 millions de pauvres à peu près. Aujourd'hui, 2025, on en est à plus de 120 millions de pauvres en Europe occidentale. Donc, on nous a vendu une Europe de la paix avec moins de paupérisation, et force est de constater que malheureusement, nous n'y sommes pas. Merci Claude Janvier. Le nouvel empire européen à lire, et puis l'abandon français. Tout ça est à lire. Et oui, les lanceurs d'alerte, on en a besoin, même s'ils font Cassandre. Merci à vous.